Bonjour, nous sommes le samedi 13 août 2016 et je voudrais revenir un peu sur mon observation du comportement des astrologues d'aujourd'hui. J'y vois deux carences majeures et contradictoires d'ailleurs. Une sorte de sentiment d'impuissance qu'ils éprouvent dans l'observation du réel et le même sentiment d'impuissance qu'ils éprouvent face à la tradition. J'entends par là que ils ne perçoivent pas la réalité dans sa globalité, dans ses grandes structures, dans ses grandes lignes. Ils préfèrent l'aborder par le petit bout de la lorgnette, comme on dirait, c'est-à-dire individu par individu. Ce qui est complètement absurde. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce que fait un individu isolément ne veut rien dire. Ça ne fait sens que par rapport à ce que font d'autres individus, et notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler une norme. Et la norme, ça peut être aussi, effectivement, le fait de sortir de la norme. Mais sortir de la norme, c'est aussi une norme. Les gens qui sont malades, c'est une norme, c'est une catégorie. Les gens qui ont le cancer, ce sont les gens qui ont le cancer. Les gens qui ont le sida, les gens qui ont le sida. Ils ne sont pas isolés. Ils constituent un groupe. Même si ce groupe se distingue des gens qui sont bien importants. Je veux dire par là que l'observation est forcément dans la polarité. A ou B. C'est-à-dire qu'elle implique la perception de deux ensembles qui ne sont pas forcément de la même taille, mais qui sont tous les deux remarquables parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils ont une certaine quantité de manifestations, l'un comme l'autre. Donc l'observation est comparative. D'autant plus comparative que il faut aussi comparer les choses à un moment donné et à un autre moment. Ce qu'on peut observer à un moment X, ce n'est pas forcément ce qu'on pourra observer à un moment Y, concernant le même groupe. Donc comparaison dans l'espace, un groupe ne peut faire sens que par rapport à un autre groupe, dont il se distingue, dont il diffère, et un groupe peut se différencier par rapport à lui-même dans un autre temps. Ces fonctions cognitives semblent régressives chez les astrologues. Ça ne signifie pas, d'ailleurs, curieusement, qu'en dehors de l'astrologie, il ne fonctionne pas comme je viens de le dire. Et d'une manière générale, c'est un phénomène, je dirais, presque subconscient. Subconsciemment, notre intelligence est comparative, dans le temps comme dans l'espace. Mais consciemment, pour une ou pour une autre, on peut être dans le déni de ce que l'on observe. Alors comment fait-on pour être dans le déni de quelque chose, d'une évidence notamment? Le déni, c'est souvent le refus d'une évidence quantitative, une évidence globale. Eh bien, c'est en se polarisant sur des particularités, sur des singularités individuelles, qui font qu'à un moment donné, de toute façon, il n'y aurait plus que des réalités particulières. Et ça, c'est pas du tout innocent. Ça relève d'une forme de pathologie. Pathologie du déni. Je refuse de reconnaître que le groupe existe. Je refuse aussi de reconnaître que les choses peuvent évoluer. Et par conséquent,
quand je dis les choses peuvent évoluer, globalement. Et par conséquent, je vais restreindre mon champ de vision, mon champ de conscience, délibérément, et même quelque part, en dépit de ce que subconsciemment j'aurais tendance à faire, je vais me limiter à des cas particuliers. Et les cas particuliers me permettent d'éviter la perception du réel dans sa globalité. Donc il y a une pathologie. Alors l'autre problème, c'est le sentiment d'impuissance par rapport au savoir. J'ai dit à la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire, sentiment d'impuissance par rapport au savoir? Ça veut dire le renoncement à tout regard critique sur ce savoir. Et là encore, dans la vie réelle, si on peut dire, les gens ont une capacité critique. Si je casse un vase, si une voiture est abîmée, je constate qu'elle est abîmée. Et je dis qu'il faut la réparer, ou que je peux la réparer, ou que je peux réparer le vase, ou qu'il manque un morceau dans le vase. Donc les gens, dans la vie réelle, au niveau de leur équipement cognitif, sont parfaitement capables de reconnaître que quelque chose ne va pas, que quelque chose est en dysfonctionnement. En revanche, là encore, dans le champ de l'astrologie, cette faculté semble être niée. Encore une fois. Je nie que je puisse restaurer un savoir. Je nie que je puisse remarquer que ce savoir est défectueux, qu'il est corrompu. Donc dans les deux cas, on est dans le déni. Et le psychologue, le psychanalyste, doit se demander pourquoi tous ces dénis. Je ne sais pas. C'est une sorte de irresponsabilité au sens de je ne peux pas répondre à cette question. Et je ne veux pas répondre à cette question. Je ne veux pas me demander si ce savoir est intact ou pas. Alors que dans la réalité, je peux constater que tel objet est abîmé, que telle pièce manque dans un système, mais là, non. Je dois accepter que ce savoir, tel qu'il m'est parvenu intact. Peut-être pas complet, je peux éventuellement ajouter quelque chose, mais en tout cas, ce qu'il est, il n'y a pas à y retoucher. Donc cette double impuissance, car force est de constater que souvent ces deux impuissances vont de pair, et c'est un peu embêtant parce que si au moins s'il n'y avait que l'une d'entre elles, on pourrait avancer. Si les gens étaient impuissants par rapport au savoir, mais reconnaissaient la nécessité d'observer le monde dans sa globalité, dans ses grands ensembles, on aurait une ouverture vers le monde extérieur. De la même façon, si les gens reconnaissaient que les savoirs peuvent être amendés, corrigés, il y aurait aussi une ouverture. Et donc là, on a affaire à deux fermetures. C'est assez remarquable. Donc, on est obligé, quelque part, alors soit parler de pathologie, mais il y a une autre lecture possible qui n'est peut-être pas forcément plus amusante à entendre, à savoir que certaines populations ont une forme d'impuissance. On peut dire le mot impuissance aussi au sens sexuel, quelque part. C'est-à-dire les femmes particulièrement, mais aussi les machines, qui ne savent pas se réparer d'elles-mêmes, et qui ne savent pas non plus observer le monde, sinon de façon statique. Voilà, je vois ça, mais sans pouvoir conceptualiser, sans pouvoir raisonner, sans pouvoir rapprocher. Parce que percevoir
des structures dans le monde, faire des comparaisons, trouver des convergences pour qu'il y ait un phénomène de masse, ce qu'on appelle une masse critique, ben, il faut encore quand même avoir une certaine forme d'intelligence pour le faire, de discernement. Donc, les femmes sembleraient à la fois incapables d'avoir une approche critique du savoir, ce qui veut dire qu'elles prennent le savoir qu'on leur transmet, elles le prennent comme il est, elles sont incapables de le reconsidérer, de le repenser. Et en ce qui concerne le monde extérieur, elles ne voient le monde extérieur que parce qu'on leur en dit, et non pas par leurs propres moyens. Donc là, la pathologie est une pathologie génétique en quelque sorte, et c'est même pas une pathologie, c'est ce qui est pathologique pour un homme est normal pour une femme, en quelque sorte. D'ailleurs, pour un homme, ça devient inquiétant, mais il peut y avoir aussi des phénomènes d'homosexualité, des hommes qui, en fin de compte, fonctionnent comme des femmes, et pour les ou qui sont tellement marqués par le psychisme féminin qu'ils ont renoncé à leur fonction masculine, ou bien, quand il y a une majorité, une extrême majorité de femmes, les hommes peuvent effectivement se laisser marquer par la mentalité de ces femmes, par les valeurs, les repères de ces femmes, ou l'absence de repères. Mais de toute façon, il y a toujours des repères. Ce sont en fait des faux repères, mais il y a toujours des repères qui viennent se substituer aux vrais repères. Quand ces vrais repères, on ne les capte pas, on leur substitue des faux repères, qui eux peuvent être perçus, mais qui ne sont pas aussi signifiants, et qui peuvent quand même fonctionner dans le groupe en question. Car en fin de compte, on s'aperçoit que ce qui est important pour ces groupes-là, ces groupes de femmes, c'est tout simplement qu'elles soient d'accord entre elles. Du moment qu'elles sont d'accord entre elles, les questions que je viens de poser ne se posent pas. Les savoirs, c'est le consensus par rapport à ce savoir. Si on est tous d'accord pour considérer que ce savoir est intact, eh bien il est intact. Si on est tous d'accord pour considérer que ce qui est important, c'est l'échelle individuelle, c'est ce que l'individu ressent, c'est ce qu'il a envie de dire, c'est sa volonté d'être d'accord avec vous, parce que finalement, au fond, c'est bien ça dont il s'agit, le client, il est ou il n'est pas d'accord avec vous. Et si les gens sont marqués par une volonté, je dirais, de grégarité, de conformité, eh bien le client, il va éviter d'avoir une approche critique de ce qui lui est proposé à lui. Là encore, une fois, perte de l'esprit critique, au nom de valeurs, d'harmonie sociale, d'appartenance collective, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'en effet, dans un certain nombre de groupes, c'est cette dimension du groupe qui compte, et non pas ni le savoir d'origine, ni le monde extérieur. C'est ce que le groupe se dit et raconte, et ce qu'on lui a dit et qu'il l'accepte ou pas. Bon. Voilà la situation de l'astrologie actuelle, dans son état de dégénérescence et de décadence.